BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. Vous aimeriez bien d'ailleurs rester premier secrétaire du Parti Socialiste puisque vous êtes candidat à votre propre succession. Le congrès du parti commence demain. On va y revenir. Vous êtes aussi député de Seine-et-Marne. Je voudrais commencer d'abord par cette mobilisation des agriculteurs. On a vu quelques agriculteurs qui viennent d'arriver autour de l'Assemblée nationale qui promettent une certaine mobilisation partout autour de Paris et que ça se durcisse s'il le faut. Et pourquoi ? Parce qu'il y a cette loi sur l'agriculture qui arrive donc aujourd'hui à l'Assemblée, avec des agriculteurs qui espèrent que cette loi soit adoptée pour simplifier les procédures, pour leur permettre de réintroduire certains néonicotinoïdes, d'autoriser aussi les bassines de retenue d'eau. Dans ce débat, dans cet affrontement, vous êtes plutôt du côté des agriculteurs ou vous êtes plutôt du côté des écolos ? Moi, je suis du côté des Françaises et des Français qui s'inquiètent et qui se demandent quelle est la nature de ce texte. En réalité, ce texte ne prend aucun des sujets qui devraient pourtant nous mobiliser. Comment est-ce qu'on fait pour attribuer un revenu digne aux agriculteurs ? Comment est-ce qu'on fait pour protéger la santé publique ? Comment est-ce qu'on fait pour que nous ayons notre propre souveraineté alimentaire ? Et la réalité, c'est que ce texte, c'est une fuite en avant vers l'agro-industrie, avec la réintroduction des néonicotinoïdes, avec effectivement la possibilité des méga-bassines qui sont en fait une privatisation de l'eau au profit de quelques-uns, et puis enfin avec la possibilité de créer des fermes-usines qui là aussi vont en contradiction avec ce que nous cherchons à maintenir, c'est-à-dire une agriculture paysanne qui permette d'avoir des exploitations à taille humaine et qui permettent aussi de mailler l'ensemble du territoire. Et donc malheureusement, ce texte-là, eh bien, il n'est absolument pas adapté à ces questions-là. Donc vous êtes contre ? Je suis totalement contre ce texte. Il y a des éléments qui sont des éléments positifs, mais ils sont rares. Et malheureusement, ce que je constate, c'est que le gouvernement n'a absolument pas cherché à trouver des solutions avec le Parlement, puisque, y compris aujourd'hui, on découvre que dans une manœuvre de dernière minute, ils pourraient voter contre leur propre texte pour pouvoir l'envoyer en commission mixte paritaire et, loin des regards, arriver à des compromis entre le Sénat et l'Assemblée, entre la droite, et revenir plus tard avec un texte qui serait de toute façon amputé de. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a le fond, oui, on va y revenir, et il y a la forme. Effectivement, dans la méthode, au fond, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a eu plus de 3000 amendements qui ont été déposés, notamment par LFI et les écologistes, qui, mécaniquement, vont allonger la durée des débats. C'est ce qu'on appelle un mur d'amendements. Le gouvernement décide donc éventuellement de contourner, en fait, d'arrêter net les débats pour partir directement, effectivement, en commission. Oui, la réalité, quelle est la meilleure méthode ? Mais la réalité, c'est que il y a de grands désaccords au sein du bloc majoritaire actuel. Tout à fait. Et que c'est la raison pour laquelle le gouvernement prend prétexte des amendements pour dire il y a trop d'amendements, on passe à la suite. Mais la réalité, c'est pour ne pas avoir eux-mêmes à affronter cette question ? Bien sûr, pour ne pas avoir à affronter cette question, parce que ce que l'on sait, c'est que l'acétamipride, qui est le néonicotinoïde... Sur les noisettes notamment. Sur les noisettes, sur la betterave, qui veut être réintroduit, est en réalité un neurotoxique très dangereux. Imaginez. Comment vous le savez, vous, que c'est un néotoxique très dangereux ? Parce que j'ai reçu ce matin le responsable de ces questions de consommation à l'UFC Que Choisir, qui disait au fond, nous n'en avons pas la preuve, il faut juste appliquer le principe de précaution. Moi, ce que je vois, c'est que le directeur scientifique de l'INRAE a expliqué que c'était le chlordécone de l'Hexagone. Pardon, mais enfin, chacun a bien compris, il y a des études au Japon, etc., qui montrent que, en réalité, on retrouve des traces de l'acétamipride dans les fœtus, chez les enfants, dans l'eau, dans les sols, et que c'est en réalité une pollution durable qui est cancérigène et donc qui pose un certain nombre de Vous le dites de manière santé. Affirmative. Ben, moi, je prends ce que l'on me dit, je vois ce que dit le directeur de l'INRAE, je vois aussi que depuis 20 ans, on a 95% de la biomasse des insectes qui a disparu dans notre pays, et que ça a des conséquences très directes, parce que maintenant, ce sont simplement les parasites qui donc sont normalement vaincus par ces pesticides, qui sont les seuls à résister, et donc
tous les insectes qui autrefois permettaient de réguler donc l'écosystème, eh bien, sont en train de disparaître. Nos voisins, et donc, nous sommes nos dans une voisins situation... les utilisent. Donc nous les mangeons. Par exemple, les noisettes qui sont sous néonicotinoïdes, on les mange, simplement on ne les produit plus. Mais on continue à en importer, puisque nos voisins les autorisent. Mais vous voyez bien que la question, ce n'est pas de réintroduire chez nous les néonicotinoïdes. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que, à l'échelle européenne, on interdise partout ces produits pesticides qui sont des produits dangereux. On ne peut pas être simplement, tout simplement, la masse de manœuvre de l'industrie phytosanitaire qui, elle, évidemment, a un intérêt à continuer à développer ces produits-là. Et côté BFM TV, on va voir ces images des agriculteurs qui viennent d'arriver. Donc, ce sont des images en direct de ces agriculteurs qui viennent d'arriver autour de l'Assemblée nationale. Quand vous irez tout à l'heure, vous irez au contact, vous irez leur parler ? Mais j'ai toujours été parler avec les agriculteurs, notamment dans mon département. Il y a beaucoup de betteraviers, comme vous le savez, en Seine-et-Marne. Et je ne me suis jamais défilé. Simplement, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de leur dire, en gros, vous avez un problème, eh bien, on va l'accroître, parce que la réalité, c'est que c'est un suicide collectif. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à des solutions qui sont en réalité une fuite en avant ? Que va-t-on régler en fait ? On va avoir davantage de biodiversité qui va disparaître, on aura encore plus de difficultés à vaincre les ravageurs, et donc tout ça est absolument inepte. Et vous n'êtes donc pas du tout d'accord avec les propos d'Annie Genevard, la ministre, qui parle d'une stratégie d'obstruction parlementaire à propos des amendements de vos collègues d'LFI ou des écologistes. Mais il faut que le débat ait lieu. Ils auraient pu demander à celles et ceux qui ont déposé des milliers d'amendements d'en retirer une partie, mais certainement pas d'aller vers une motion de rejet. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Est-ce qu'ils l'ont tenté ? Non. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des accords, y compris au sein du gouvernement, puisque la ministre de l'Environnement, alors maintenant, prend prétexte des amendements elle aussi pour dire « oh là là, quelle horreur ». Enfin, elle-même dit que cette réintroduction des néonicotinoïdes est un vrai scandale. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où on a un gouvernement qui profite de l'obstruction de quelques-uns pour permettre d'effacer en fait un débat qui est un débat très important et qui est un débat d'abord de santé publique, puisque d'abord, au final, ce sont les consommateurs qui auront à en payer les conséquences. Un débat dont vous espérez donc qu'il aura lieu au sein de l'Assemblée nationale. Il y a une autre mobilisation qui ne faiblit pas, c'est la mobilisation des taxis, malgré une rencontre avec notamment le Premier ministre et le ministre des Transports samedi à Paris. Vous en avez rencontré quelques-uns. Il se trouve absolument que c'était de manière fortuite, puisque vous étiez vous-même en déplacement à Pau et qu'une délégation de ces taxis sont venus à votre rencontre. Ils vous ont dit quoi ? Et surtout, vous leur avez dit quoi ? Ils m'ont dit ce qu'étaient leurs difficultés. Et là, en l'occurrence, on est dans une situation où on parle beaucoup de ruralité. Mais la ruralité, elle a besoin des taxis. Elle a besoin, parce que c'est un transport sanitaire. En l'occurrence, le sujet déclencheur, c'est une restriction sur les taxis conventionnés pour transporter les malades. Et donc, on veut leur faire payer, au fond, les recherches d'économie, alors même qu'ils sont déjà à la base d'une économie. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, quand on n'hospitalise plus les malades et qu'on les ramène chez eux pour que ça coûte moins cher à la collectivité, en ambulatoire, eh bien effectivement, il faut des transports de personnes et notamment des taxis. Et donc, ils sont à la base d'une économie et on voudrait maintenant que ce soit eux qui soient à nouveau ponctionnés, alors même qu'ils ont fait de gros efforts pour réduire leurs coûts depuis des années. Et donc, je trouve qu'il n'est pas tout à fait logique de procéder ainsi. Et donc, il faut effectivement négocier avec eux. Je suis quand même surprise parce que vous dites sur la réduction des coûts, parce que les coûts globaux, enfin de ces transports en taxi ont explosé. Oui. C'est pas un problème pour vous ? Mais c'est pas. Je veux dire, quand on doit gérer aussi les coûts de la Sécu. Bien sûr, mais là, on veut leur reprendre 300 millions sur 3 milliards. Mais cela réalise. À l'échelle d'un taxi, ça peut être beaucoup. Évidemment. Ah oui, évidemment, non, mais bien sûr, quand on parle de grande masse, c'est toujours facile. Mais quand on voit comment ces coûts ont augmenté. Mais ces coûts ont augmenté, pourquoi, Pauline de Malherbe ? Ils ont augmenté notamment parce que justement, on a développé l'ambulatoire. Vous pouvez pas dire à la fois, on fait moins d'hospitalisation, et en même temps, on fait moins de transport pour ramener les gens vers l'hôpital ou à leur domicile. Donc, au départ, c'est une économie qui se solde évidemment par une augmentation du post-transport, mais au final, pour la collectivité, c'est une économie. Est-ce qu'on renonce ? Est-ce qu'il faut donc renoncer à cette retarification ? Est-ce qu'il faut revenir à ce qu'il y avait avant ?
Mais il faut négocier avec les taxis et je ne sais pas exactement quelles sont les bases sur lesquelles ils arriveront à un accord. En tout cas, je l'espère parce que je crois qu'ils sont indispensables et leur vocation est aussi une question sanitaire. Les 300 millions d'économies vous paraissent... on peut y renoncer? Mais je ne sais pas quelle sera l'issue de la négociation. Ce que je dis simplement, moi je pense qu'effectivement, ça n'est pas l'endroit où il faudra des économies. Il y a certainement des économies à réaliser. Par ailleurs, ce que j'observe aussi, c'est que c'est toujours la même histoire. C'est que pour ne pas ponctionner les grandes fortunes, les grandes entreprises qui pourtant se sont largement enrichies au cours des 8 dernières années, eh bien, on fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va chercher l'argent dans la poche de la classe moyenne qui pourtant a déjà aujourd'hui tant de mal à finir ses fins de mois. Donc on se trompe dans les économies que l'on demande. C'est pas aux taxis qu'il faut les demander. Il ne faut pas s'acharner là-dessus. En revanche, il faut aller les chercher du côté des très grosses entreprises et des très gros foyers. Mais par exemple, puisqu'on parle des taxis, pourquoi est-ce que les plateformes aujourd'hui ne paient pas leurs impôts en France alors que les taxis les payent en France? Et les plateformes, on sait bien qu'elles sont des concurrents terribles pour les taxis et qu'elles ne respectent même pas la loi. Et donc, il y a aujourd'hui nécessité, effectivement, de remettre les sujets à leur place et de pas traiter. C'est exactement comme le premier sujet que nous avons traité, c'est qu'à chaque fois, quand on a une difficulté, au lieu de traiter les causes, on vient au contraire accentuer les difficultés. Donc c'est effectivement, c'est une aberration et donc je pense que ce n'est pas la bonne voie qui est choisie actuellement. Olivier Faure, vous êtes donc 3 sur la ligne de départ, vous-même, Nicolas Meyer-Rossignol et Boris Vallaud. Alors les règles sont quand même assez complexe. À partir de demain, comme souvent dans vos congrès socialistes, faut quand même le dire, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on vote pas comme chez LR entre d'un côté Bruno Retailleau, de l'autre Laurent Wauquiez. On vote d'abord dès demain pour vos motions, avant ensuite qu'il y ait une question du choix du premier secrétaire. Mais à partir de demain, on est d'accord, les militants, les adhérents à jour votent. Absolument. Et alors, je les appelle à voter nombreux. On leur demande quoi? En fait, si vous voulez simplifier, oui, demain, je veux bien. On vote sur le Parlement du PS, donc sur ceux qui seront dans une assemblée socialiste et qui auront à décider pendant les 2 prochaines années des grandes orientations. Et puis la semaine suivante, on vote sur le chef, donc le premier secrétaire. Voilà. Donc il ne sera pas issu forcément de la même... Ça veut dire que vous pourriez par exemple être élu premier secrétaire, mais pas avoir une majorité dans votre bureau. Absolument. Et donc j'appelle les militants à faire des choix logiques et donc à donner une majorité à celui qui sera peut-être le premier secrétaire dans quelques jours. Ils sont combien ceux que vous appelez à voter là? Ils sont à peu près 40 000. Ils sont à peu près 40 000, ils sont vraiment 40 000 parce que le chiffre de 20 000 a été évoqué notamment par nos confrères de la Tribune Dimanche. 20 000 à jour de cotisation. Non, c'est-à-dire qu'on a 40 000 personnes qui sont en mesure de voter parce qu'à jour de cotisation ou en mesure de se mettre à jour le jour du vote. Et donc, en général, on considère, compte tenu de nos règles, pas de procuration, vote physique, paiement de ses cotisations en arrivant, on considère en général qu'on a 60% de gens qui se déplacent pour voter, donc autour de 25-26 000. Pourquoi vote physique? Ben, c'est comme ça, c'est la règle, c'est les statuts, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est comme ça depuis un siècle. Oui, bah, c'est très bien, mais il y a un siècle, ça n'existait pas. Oui, c'est vrai, mais parce que tout simplement, en fait, jusqu'ici, il y a toujours eu des désaccords entre... Moi, je veux que ce soit quasi unanime, une décision de cette nature, comment on vote, etc. Normalement, la règle, c'est que c'est le jeudi, là, c'est parce qu'il y a le pont, et donc on a fait le mardi, mais les statuts sont très clairs, c'est le jeudi, c'est en procuration, c'est etc. Donc il y a beaucoup de contraintes et qui mais c'est pas comme si ça avait toujours été remarquable. On se souvient quand même qu'il y a eu des moments où il y a eu des doutes sur la façon dont ça se passait, à la fois l'organisation. Des doutes organisés, vous pensez? Oui, il y a jamais, pense, oui. Vous n'avez jamais de doute sur le fond? Il n'y a jamais eu de triche? Il y a peut-être des endroits où les gens ont triché, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est que personne n'en avait jamais apporté la preuve et qu'on avait toujours là des gens qui faisaient malheureusement du bashing contre leur propre parti et qui cherchaient à remettre en question en fait un vote qu'ils avaient perdu. Voilà. Vous êtes parfaitement serein sur l'organisation du scrutin? Je suis serein, je fais confiance aux sections, je fais confiance aux militantes et aux militants et je sais qu'ils ont à cœur d'avoir un scrutin qui soit entaché d'aucune malversation quelconque. On parle parfois de boîtes à chaussures qui font des urnes, c'est vrai ou pas?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Mais en fait, comment vous faites... Mais bien sûr, il est quand même étrange. Enfin, je veux dire, on est en 2025. Vous avez des boîtes à chaussures dans lesquelles vous faites un trou pour vous remettre le bulletin? Mais il y a des associations qui font de la même façon. Et donc, il y a des assesseurs, il y a des gens qui sont là, qui sont à côté, qui vérifient. Et celui qui avait parlé des boîtes à chaussures, c'était Nicolas Meyer-Rossignol, dans une fédération qui utilise des boîtes à chaussures. La plupart du temps, ce sont des urnes, mais il peut arriver qu'dans une section, ils sont 3 ou 4. Franchement, effectivement, on ne mobilise pas un chapeau et puis vous... sortez un petit papier. Vous pouvez le tourner en ridicule. Ce non, que je vous dis, tourne pas en ridicule. Si, je dis juste, ce que je vois, c'est honnêtement, non, mais vous avez des sections où ils sont important. 3 ou 4 dans la section, ils se connaissent tous. En réalité, c'est qu'ils pourraient même voter à main levée, parce qu'ils se connaissent tellement qu'ils savent très bien qui vote quoi. Mais simplement, je vous le dis, effectivement, quand ils sont 3 ou 4 dans une section, dans une commune qui fait 100 habitants, vous n'allez pas leur demander de mettre une urne, un isoloir, parce qu'effectivement, c'est une boîte à chaussures dans ces cas-là. Mais la plupart du temps, je vous le dis, ce sont aussi des urnes avec des isoloirs. Voilà. C'est quoi le socialisme version Olivier Faure, par contraste avec le socialisme de Nicolas Meyer-Rossignol ou de Boris Vallaud? Vous leur poserez la question, parce que la réalité, c'est que depuis 2 ans, depuis le congrès de Marseille, j'ai mis sur la table un certain nombre d'options. Elles ont toutes été adoptées à l'unanimité ou la quasi-unanimité. Ça a été vrai pour le programme aux européennes, ça a été vrai pour la liste aux européennes, ça a été vrai pour la création du nouveau Front populaire, ça a été vrai pour la censure de Michel Barnier, et ça a été vrai aussi pour la non-censure du budget Bayrou. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est quoi le forisme? C'est-à-dire, quelle est votre ligne à vous? Comment vous définiriez le socialisme Olivier Faure? Le socialisme d'Olivier Faure, c'est celui de Jaurès, de Blum, de Mitterrand. Il est une volonté de ne pas en rester à l'ordre établi, et aujourd'hui d'établir ce que moi j'appelle le socialisme écologique, et donc avoir cette capacité à la fois à éviter la prédation de la nature et à éviter l'exploitation des hommes. Voilà à peu près la définition la plus courte que je puisse vous donner. Et sur la question ensuite de la méthode face aux élections, êtes-vous favorable à une primaire et à un candidat unique? Et jusqu'où? Moi, je suis prêt à un candidat commun. Il ne sera pas unique à gauche, puisque, vous l'avez compris, Jean-Luc Mélenchon et les siens auront leur candidat. Et moi, je souhaite qu'il y ait un processus qui conduise à ce qu'il y ait un candidat commun qui aille dans ce périmètre qui va de Ruffin à Glucksmann. De Ruffin à Glucksmann. Vous commencez pas à Poutou, comme il dit lui. Mais je crois que Philippe Poutou n'a pas spécialement envie d'être dans une primaire avec les socialistes, et je crois que ce serait assez dérisoire que d'avoir une primaire qui mêle des gens qui ne vont pas défendre la même chose. Par ailleurs, si je devais être complet, moi, avant qu'il y ait un mécanisme de sélection du candidat ou de la candidate, je souhaite qu'il y ait d'abord la négociation d'un programme commun, qu'il y ait une plateforme commune. Mais quand vous dites qu'il faut un processus pour désigner un candidat commun, d'abord, est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est une manière de dire primaire ? C'est une manière de dire primaire, mais c'est pas une exclusivité, ça peut être autre chose, ça peut être une conscience citoyenne, ça peut être des sages que nous aurions choisis en commun qui se mettraient à réfléchir, à décider de qui est le bon candidat et qui a le potentiel le plus élevé pour le premier et le second tour. Je n'ai aucune forme de religion en la matière. Simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on y arrive et qu'on ait effectivement un candidat commun, parce que je sais aussi que si nous n'y parvenions pas, nous aurions la même chose qu'en 2022, c'est-à-dire 4 ou 5 candidats de gauche au premier tour et donc aucun au second. Vous actez le fait que les LFI ne feront pas partie de ce processus, ou est-ce que vous souhaitez qu'ils ne fassent pas partie de ce processus? Mais c'est les deux à la fois, mon capitaine. C'est-à-dire que je pense que nous avons des différents, notamment, là on parle de la présidentielle, on ne parle pas d'une législative. Dans une présidentielle, on parle aussi des sujets de politique étrangère. Nous avons de gros différends avec la France Insoumise sur toute une série de questions. Vous pensez à quoi? À l'Ukraine par exemple à l'Ukraine, mais pas seulement. Et donc sur le rapport, effectivement, un certain nombre de grands ensembles mondiaux. Et donc je souhaite que sur ces questions-là, nous puissions avoir nos positions, et donc il y aura 2 candidats à gauche, il y aura un candidat insoumis. Ça a été rappelé d'ailleurs par Manuel Bompard. Manuel Bompard qui hier a dit qu'il ne voulait pas de cette primaire, qu'il n'en veut pas, il en a jamais voulu. Proposerait eux-mêmes un candidat. Ils proposent leur candidat à l'ensemble de la gauche. Voilà. Eh bien, c'est très sympathique, mais nous aurons nous-mêmes un candidat ou une candidate, et je souhaite qu'il incarne ce bloc commun qui va donc de Ruffin à Glucksmann. Et quand vous entendez François Ruffin qui dit qu'il est sûr de la gagner, cette primaire, parce que il se dit fort de son ancrage dans les classes populaires? Mais je comprends qu'il ait envie de la gagner.
Ce serait curieux qu'ils disent je veux une primaire et je suis sûr de la perdre. Donc il est normal qu'ils cherchent à se rassurer, à rassurer celles et ceux qui ont envie qu'il y ait une primaire et qui veulent voter pour lui. Maintenant, c'est pas lui qui vote, et ni moi d'ailleurs, et donc on verra bien qui l'emportera si c'est une primaire. Il dit qu'il veut éviter l'opposition stérile, je cite, entre les trop fous, on comprend LFI, et les trop mous, on comprend plutôt le centre-gauche. Vous vous sentez visé par les trop mous? Pas du tout, je me sens ni mou ni fou. Ni mou ni fou. Donc Absolument. pour vous, il faut cette primaire très large où il y aura de tout. Mais je vous l'ai dit, de Ruffin à Glucksmann, je me sens parfaitement à l'aise et je crois qu'il faudra chercher celui ou celle qui est capable de fédérer cet ensemble-là et qui permette ensuite de passer la barre du premier tour. Ça fait quand même 2 fois que la gauche est absente du second tour et que ce soit un candidat ou une candidate qui permette ensuite de gagner face vraisemblablement à l'extrême droite, parce que je ne nous pardonnerai pas, je ne me pardonnerai pas d'avoir contribué directement ou indirectement à dérouler le tapis rouge sous les pieds de l'extrême droite. Merci Olivier Faure. Merci à vous. Premier secrétaire du Parti socialiste et qui compte bien le rester. Première étape donc de ce congrès à partir de demain. Merci à vous.